Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Espace de Travail, le rendez-vous vidéo et long format que Mediapart consacre à cet univers bouleversé par l'atomisation du salariat, les transformations de l'économie ou les nouvelles techniques de management. Je suis en compagnie de Mathilde Goannec, journaliste en charge des questions sociales pour Mediapart et qui vient de décortiquer pour vous le rapport de Jean-Denis Combrexel sur la réforme du droit du travail ainsi que de comparer la taille et le contenu des différents codes du travail européens. Bonjour Mathilde. Bonjour. Nous voulions aujourd'hui aborder et réaborder avec vous les questions des fois apparemment arides mais décisives parce qu'elles engagent des vrais choix de société autour du droit du travail et du code du travail qui est de plus en plus accusé par un nombre de plus en plus grand d'acteurs à la fois politiques, patronaux mais même plus bizarrement syndicaux ou de grands experts du droit tels que Robert Badinter ou Antoine Lyon-Camp d'être ce code du travail trop épais, obèse, gros, puisqu'on ne parle plus de ce code désormais en termes de poids et pas d'importance. Alors, je le citais en introduction, le rapport Combrexel qui a été rendu le 9 septembre dernier au Premier ministre et la préparation d'une loi décisive sur le travail impose à la fois de saisir et de se saisir de ces enjeux. Est-ce qu'effectivement il faut réduire la force de la loi pour donner plus d'importance au contrat? Est-ce que le code du travail doit être élagué, simplifié parce qu'il serait responsable d'une partie du chômage de masse? C'est certaines de ces questions que nous allons poser à notre invité, Emmanuel Dauquesse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest, juriste spécialiste du droit du travail et même si vous ne vous en occupez plus, vous avez été le fondateur de l'Université populaire de Lyon. Je laisse Mathilde vous poser une première question déstabilisante. Oui, Emmanuel Dauquesse, vous dénoncez ce que vous avez appelé la stromboscopie législative, c'est-à-dire une production frénétique et hachée de textes en matière de droit du travail. Est-ce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui plaident ces derniers temps pour une simplification du Code du travail? Oh, tout à fait, absolument, certainement, sans aucun doute. Vous auriez pu signer ça? Sûrement pas. Mais justement, il y a simplification et simplification. L'idée selon laquelle le Code du travail est trop épais, trop volumineux, incompréhensible, est une idée banale, connue, exacte. On a une accumulation frénétique de textes dans cette espèce de truc qui est, certes, le véhicule des grandes protections des salariés, mais qui est aussi devenu un magma de textes qui n'ont éventuellement rien à y faire et qui mériterait d'être grandement simplifié pour tous les acteurs du droit du travail. Donc de ce point de vue-là, je suis de ceux qui pensent que le droit du travail mériterait d'être simplifié. Attention, je ne suis pas de ceux qui pensent que le droit du travail devrait être abaissé, éradiqué, abîmé. On peut faire l'un sans l'autre. On peut faire l'un sans l'autre. Je dirais même qu'une simplification du Code du travail, c'est une façon de renforcer le Code du travail. Actuellement, si le Code du travail est aussi abîmé, c'est parce qu'il a servi d'objet à toutes sortes de politiques. Il a servi d'objet à des politiques de communicants d'abord. Si vous voulez montrer que vous voulez lutter contre le chômage, alors il convient de faire des lois de droit social qui seront estampillées « lutte contre le chômage ». Donc tout gouvernement va faire des dizaines de lois et avec marqué en gros quelque part, c'est pour lutter contre le chômage. Et tout ça, ça va venir s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Par exemple, vous avez ces fameux contrats aidés, qui sont des contrats aidés pour aider à l'emploi. Alors des contrats aidés, il y en a eu peut-être 70, 80 différents depuis une vingtaine d'années. C'est épouvantable, l'accumulation de différentes sortes de contrats aidés. Un coup, ce sera un peu plus pour les chômeurs longue durée, un peu moins pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les ceci. On changera un peu plus long, un peu plus court, avec un peu plus d'aide financière, un peu moins d'aide financière. C'est toujours la même idée, plus ou moins inefficace d'ailleurs. Alors pourquoi autant de contrats ? Et pour une raison très simple, quand vous faites une loi avec des contrats aidés, vous dites « je lutte contre le chômage ». Et il n'y a aucun gouvernement. Et tout ça, ça rajoute des pages. Et ça rajoute des pages, ça rajoute des pages. Donc ça, c'est une des premières causes d'accumulation. Si vous voulez, si vous faites de la publicité, vous voulez faire de la publicité sur un journal télévisé, eh bien, il convient d'avoir des spots publicitaires réguliers. Il convient d'intervenir tous les mois, très régulièrement, d'avoir quelque chose. Donc vous allez rajouter du texte pour faire un message qui revient et qui accumule. Ça, c'est la première raison, la communication. La deuxième, c'est que la complexité est quelque chose qui est arrangeant lorsque vous voulez faire des réformes impopulaires. Parce que
Typiquement, prenez la loi Macron, ce sont des centaines d'articles qu'on vient rajouter. Alors pas seulement au Code du travail, hein, qui touche dans tous les domaines, et vous avez un texte... C'est un des problèmes d'ailleurs, c'est un texte fourre-tout. C'est un texte fourre-tout, vous avez des tas de choses. Lorsqu'on est comme ça dans un média, vous ne pouvez pas faire le tour de la loi Macron, il faudrait des heures. Alors on va faire un point, 2 points, on va parler des taxis, on va parler du travail le dimanche, on va parler des gros morceaux. Et puis vous allez avoir en plus 250 petits textes extrêmement complexes, impossibles à déceler si vous n'êtes pas spécialiste. Et dans tous ces petits textes-là, vous allez pouvoir faire passer des trucs qui sont assez effrayants. La complexité sert de masque. Typiquement pour le droit du temps de travail, on a eu des dizaines de lois qui sont intervenues dans l'objectif de flexibiliser le temps de travail, de détruire les protections qui avaient été faites à la fin du 19e, surtout début 20e. Et cette accumulation de lois avait une visée de destruction progressive, mais néanmoins systématique. C'est-à-dire que le droit du temps de travail a été vraiment très très abîmé là-dessus. Ce que vous voulez dire, c'est que là où on dit souvent le droit du travail est trop protecteur, trop complexe, trop gros, c'est trop de droits accumulés, vous voulez dire que l'accumulation est en fait un abaissement de la protection des salariés. Oui, attention, beaucoup de textes ne veut pas dire beaucoup de droits. Bon, par exemple, on a eu la loi sur les 35 heures, il y a une quinzaine d'années, dont on parle encore, on en a même eu 2 de lois, c'était les lois Aubry en 2000. Bon. Passer de 39 heures à 35 heures, il vous faut combien de mots 2 mots, 3 mots. Il vous faut combien de lignes dans la loi pour passer de 39 à 35 heures? 2 lignes. Attention, la loi sur les 35 heures, c'était une loi qui faisait l'objet d'une circulaire de plusieurs centaines de pages. La loi sur les 35 heures, c'était une loi qui faisait elle-même des dizaines et des dizaines de pages. C'était une loi absolument énorme. Alors, on n'a pas juste changé le 9 en 5. Et non. Ouais, en même temps, on ne pouvait pas juste changer le 9 en 5. Bien... Les hôpitaux, il y a tout un tas de domaines, on ne peut pas passer de 9 à 5. Non, mais là, c'est autre chose. Vous avez une part comment dire, vous avez une part de spécificité liée à des secteurs. Vous avez la négociation de branche qui est faite pour ça, c'est très très bien. Et dans certains cas, le Code du travail peut effectivement entrer dans certaines spécificités de certains secteurs ou laisser une certaine marge de négociation. Ça ne me semble pas du tout choquant. Ça me semble même très utile. Mais si cette loi était aussi complexe, c'est qu'elle contenait aussi une première accumulation d'exceptions possibles aux règles sur les heures supplémentaires. Il y en a eu d'autres avant, enfin, il y en avait d'autres avant, il y en a eu d'autres après. Et cette accumulation d'exceptions a fait que sur le temps de travail, c'était devenu quelque chose d'un fouillis extraordinaire. Vous aviez jusqu'à 5 ou 6 SMIC qui s'appliquaient selon la date à laquelle vous étiez embauché. Il y avait donc la complexité masque souvent, vous savez, le diable se cache dans les détails, et la complexité n'est pas du tout quelque chose auquel on pourrait être attaché pour protéger les salariés. Et il vaut mieux simplifier pour protéger clairement lorsque c'est nécessaire. Alors on vous entend l'illisibilité ou l'épaisseur du Code du travail qui est sans cesse mise en avant par ceux qui voudraient tailler dedans. C'est pas forcément que dans les droits, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui quelque chose soit qui cache des volontés de communiquer, soit qui cache pire des volontés de réduire la protection du travail en se dissimulant derrière des textes effectivement où le diable se cache dans les détails. Est-ce que néanmoins vous comprenez l'inquiétude aujourd'hui qu'expriment beaucoup de gens, notamment du côté des travailleurs, sur le fait qu'à partir du moment où on va rentrer des petits outils chirurgicaux dedans pour enlever ça, tailler là-dedans, et que précisément on est déjà dans un contexte où ce code est compliqué, complexe, illisible, accessible à peu de gens, et ben c'est les vraies protections qu'on va enlever. Alors, beaucoup de gens pensent ça. Mais bien sûr, cette inquiétude est parfaitement légitime. D'autant que ce sont ceux-là même qui ont rendu le code complexe, qui sont maintenant en train d'exiger sa simplification. C'est-à-dire que quelqu'un comme Jean-Denis Combrexel, qui a été directeur général du ministère du Travail pendant toutes les années Sarkozy, qu'il était déjà avant, qu'il est resté après, est le co-auteur de ce fait-là. En pratique, dans ses services, il est le co-auteur d'une quantité de textes absolument énorme. Alors quand vous dites ce sont ceux-là même qui l'ont complexifié, qui veulent le simplifier, une inquiétude toute légitime apparaît, surtout lorsque vous lisez l'accumulation énorme de rapports qui ne visent pas tellement à simplifier, mais plutôt à supprimer.
à supprimer des protections, et qui sont souvent des protections de base, des protections fondamentales. Alors justement sur ça, le livre de Badinter et Lyon-Camp a cette idée-là, c'est-à-dire plutôt qu'avoir une accumulation de textes, allons à l'essentiel en gros, mais ce n'est pas les seuls à penser ça, Macron l'a dit, Valls l'a dit, allons à l'essentiel sur des droits fondamentaux. On parle aussi de allons sur les droits qui seraient dans de l'ordre public, du respect de l'ordre public, et le reste, laissons la main aux branches, laissons la main aux entreprises. On va revenir sur cet aspect-là. Sur la question du socle de droits fondamentaux, est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer un travail de ce type? Resserrer le code sur des textes forts, fondamentaux pour le respect du droit du travail. Alors, la loi pose des principes de protection fondamentaux. C'est de même dans la Constitution. Donc, brandir ce drapeau-là, dire nous voulons une loi qui défende les principes fondamentaux, c'est répéter la Constitution. Et en ce qui me concerne, d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée de faire. Ça peut être utile. Oui, c'est bien. On a tendance à oublier des fois la Constitution. Oui, c'est pas mal. En l'occurrence, qu'on ait une loi qui, bien sûr. Donc, c'est presque une tautologie. Dire que le droit du travail doit être composé de lois qui fixent les règles fondamentales. Ben oui, bien entendu. Le problème, c'est lesquelles. Et alors, là, vous avez un problème qui est considérable. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, oui, ce discours, il faut qu'on ait un socle protecteur qui défende les bases, et puis après, au-delà, on pourra construire des protections supplémentaires dans tel ou tel secteur. Bon, je suis entièrement d'accord avec ça, entièrement, tout le monde est d'accord avec ça. Et c'est une stratégie de communicant de base. Vous commencez par dire une espèce de tautologie qui est parfaitement convaincante. Vous allez dire, par exemple, il convient de ne pas tout régler dans le Code du travail. Oui, bien sûr. Heureusement, il va y avoir aussi des contrats individuels de travail, il va y avoir aussi des conventions collectives. Il y a beaucoup de sources en droit du travail, c'est très bien, chaque source a sa place, chaque source a sa fonction. Alors une fois que vous avez dit qu'il ne faut pas qu'elle fasse tout, vous êtes d'accord, vient votre discours. Ce n'est pas la première phrase, vous voyez, la première phrase est là, évidemment, tout le monde est d'accord. C'est la deuxième phrase qu'on vous juge. C'est au moment où vous dites ce que vous voulez laisser dans le droit du travail. Alors, lorsque vous dites ce que vous voulez laisser dans le droit du travail, là, les oppositions sont très rudes. Parce que, selon les rapports, évidemment, d'ailleurs c'est un peu différent, mais la plupart des grands rapports qui ont été rendus, et le livre de Robert Badinter et d'Antoine Lyon-Camp est aussi un exemple de ça, c'est que vont-ils laisser? Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, attention, ils sont en train de supprimer des protections extrêmement simples, extrêmement claires, qui ont été construites au début du XXe siècle. Lesquelles, par exemple? Par exemple, vous avez des durées maximales du travail. La question n'est même plus de savoir si c'est 35 ou 40 heures, hein, ou 39 heures. La question qui est aujourd'hui débattue dans les rapports, c'est de supprimer la référence à un seuil qui serait le seuil au-delà duquel on est en heures supplémentaires. Donc, cette règle-là pourrait être modulée. C'est présent dans le livre de messieurs Badinter et Lyon-Camp. C'est présent dans le rapport Combrexel. Avec la limite de 48 heures, puisque c'est une règle supranationale. Alors, on a la limite de 48 heures qui est prévue par les directives européennes, mais l'idée d'avoir une limite qui soit les 35 heures, bon, alors les 35 heures, ça date de 2000, c'est relativement récent. Les 39 heures, ça date de 82, c'est relativement récent, mais c'est les 40 heures qui sont en question. On est en train de parler de la suppression des 40 heures. C'est une loi de 1936, bon, ça commence à faire un peu plus ancien. Et donc on reviendrait aux 48 heures comme durée maximale, et avec une possibilité donc, de supprimer complètement les heures supplémentaires comme concept. Donc on s'attaque à des choses qui sont très fortes, très fondatrices. Oui, non, c'est des changements majeurs. Hein, c'est des changements majeurs. L'autre question qui est en train d'être soulevée depuis peu par les rapports, je dis bien, le gouvernement évidemment se met en retrait, ce qui est extrêmement pratique d'ailleurs. Vous avez toujours des rapports qui sont un petit peu iconoclastes, donc vous avez des rapports qui demandent beaucoup de destruction du droit du travail. Ça se pratique dans tous les domaines, ça c'est pas spécifique du droit du travail. Ça s'appelle un outil de gouvernementalité. C'est la gouvernementalité, c'est la communication, on leur a rien appris. Mais nous, on n'est pas obligé d'être complètement dupe de ça. Donc vous avez un gouvernement qui va se placer sur une position modérée et qui est précédé par des rapports qui sont un peu plus iconoclastes. Donc le gouvernement dit par exemple, on ne touchera pas au SMIC. Tant mieux, je veux dire, je suis bien d'accord. Les rapports touchent à ce tabou. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, personne ne parlait même dans les rapports de toucher au SMIC. Donc vous avez une première vague
de discussion en vue de remettre en cause le SMIC en disant « Oh, c'est bien beaucoup, les gens peuvent quand même vivre à moins ». Ceux qui disent ça, d'ailleurs, en général, ont de bons revenus, vous voyez. Hein, mais ils envisagent que les gens puissent vivre avec des revenus inférieurs dans certaines conditions. Pas tous, d'autres seraient plus riches. En fait, il y a cette remise en cause, y compris dans le discours du salaire minimum, accompagne l'évolution de notre société, qui est une évolution vers plus d'inégalités, plus de violence sociale. Et donc, il faut bien lire, vous voyez, au-delà de ces phrases qui sont « il faut simplifier le code du travail ». Oui, il faut un socle protecteur. Oui, ce socle est dans la loi. Oui, la loi est faite pour ça et simplement pour ça. Oui, et vous voulez supprimer quoi? Ah non, 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 on est dans des protections sans lesquelles c'est notre tissu social qui s'effondre et il est déjà bien abîmé. Et sur l'autre point clé de ce que vous dites, cette accumulation de rapports, c'est la place des sources de production du droit. Donc c'est effectivement, il y a la loi et puis il y a ce qui sort des accords de branche, qui sort des accords d'entreprise. Et le rapport Combrexel est un bon exemple. Il veut remettre la négociation collective, quel que soit le niveau choisi, au cœur de la production de la norme. Alors ce qui est intéressant aussi dans le rapport Combrexel, c'est qu'il dit que ça n'a rien d'une innovation. Et ça, je pense que vous êtes d'accord aussi. La négociation collective a toujours existé en France. Elle ne surgit pas sous les socialistes en 2015. Ceci dit, là où il va plus loin, c'est de lui donner la première place, et notamment la question de la négociation dans l'entreprise. Alors ça, est-ce que ça vous semble être une piste à creuser? Alors, il faut là encore essayer d'être clair. Beaucoup de rapports disent « nous aimons la convention collective ». Et donc, à contrario, nos ennemis n'aiment pas les conventions collectives. Mais tout le monde aime les conventions collectives. C'est très très bien les négociations collectives. Vous avez des syndicalistes, des employeurs, des représentants d'employeurs, qui se réunissent pour essayer les uns d'obtenir quelque chose, les autres d'obtenir quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose mais le droit du travail a toujours été construit sur ça. C'est quelque chose d'absolument essentiel. La négociation collective, c'est ce qui a fait apparaître le droit du travail. Oui, sauf que dans le droit français, on est quand même sur une injonction à négocier, une injonction à se mettre d'accord sur des textes. Les obligations. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. Non, il n'y a pas d'injonction à se mettre d'accord, c'est une injonction à négocier. Oui. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Parce que l'injonction de négocier, c'est les obligations de négocier qui datent de 1982, qui sont peut-être devenues un peu trop abondantes parce que c'est encore un truc de communicant. C'est-à-dire, vous dites, ah, il y a un problème sur, par exemple, l'égalité homme-femme. Négocier. Oui, c'est un problème. Que peut-on faire pour lutter contre les inégalités? C'est très difficile en réalité. Et c'est pas simplement avec des textes de loi qu'on peut... les textes de loi sont déjà assez complets, assez bien faits sur cette question-là. Que rajouter, pense le législateur, qui veut, je vous rappelle, passer au JT pour dire « je lutte contre les inégalités », c'est très bien, il faut lutter contre, mais comment faire? Alors il dit « je vais instaurer une obligation de négocier sur ». Alors typiquement, le rapport Combrexel, il dit « la responsabilité sociale des entreprises ». Ah, c'est très bien, on va faire une obligation de négocier sur. On va faire une obligation. Puis de temps en temps, on fait une espèce de... Il y en a plein, ça s'accumule, et puis après on les simplifie, on en fait un petit peu moins, c'est ce qu'a fait la loi Rebsamen, et puis là on propose d'en rajouter de nouvelles. Bon, tout ça, c'est de la communication. Écartons ça. La vraie question, c'est de savoir quelle est la place de la négociation en droit, en la négociation collective. Et la réponse, c'est ça doit être une place importante, très importante. Elle l'a toujours été. Elle l'est encore. Attention, la négociation collective, c'est une pratique qui est très très importante et qui crée beaucoup d'avantages et qui parfois peut être menaçante puisqu'on a des négociations collectives qui peuvent détruire un certain nombre de protections fondamentales. Et c'est dans cette direction-là qu'on va. Alors, la question, en réalité, n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre la négociation collective. C'est est-on favorable à ce que la négociation collective, particulièrement d'entreprise, puisse détruire un certain nombre de protections essentielles. Alors là, on est sur une autre question. L'idée qui est poursuivie un petit peu par le rapport Combrexel, et puis au-delà, par certains autres rapports, l'idée c'est que la négociation collective pourrait bien remplacer avantageusement l'essentiel des protections légales. À droit constant, c'est ce que dit Jean-Denis Combrexel. Oui, mais alors, on ne réforme pas à droit constant. Oui, si on réforme, ce n'est pas à droit constant. Par exemple, actuellement, on entend souvent Antoine Lioncan qui dit qu'il faut simplifier le code du travail à droit constant. Ben,
Si c'est à droit constant, c'est compliqué, ça va rester compliqué, les gars. Hein. Et donc, non, la réforme, c'est la modification du droit. Donc, on va effectivement demander des modifications du droit. Et quand Jean-Denis Combrexel dit à droit constant, ça n'a pas de sens. En réalité, ce qu'il dit dans son rapport, c'est qu'il faut que le Code du travail se divise en 2 morceaux, à terme. Un premier morceau qui serait un morceau de règles d'ordre public imposées, et dont il envisage le contenu. Il reste presque plus rien, hein. Alors, on ne se rend pas compte, il faut le voir en creux, parce qu'il dit, il y aurait ça, par exemple, les droits fondamentaux. Il y aurait ça, la non-discrimination. Il y aurait ça. Donc vous dites, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis vous arrêtez là. Quand vous ne connaissez pas le droit du travail, vous vous rendez pas compte de ce qu'il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce socle-là? Il y a le temps de travail qui n'y est pas. Il y a les congés qui n'y sont pas. Les 5 semaines de congés payés. Ah, ça n'est pas dans le socle des choses d'ordre public. Vous avez des trucs énormes qui n'y sont pas. Alors, ça veut dire que par négociation collective d'entreprise, on pourrait abandonner les limites maximales du temps de travail, ou jusqu'à 48 heures. On pourrait abandonner les congés payés, on pourrait abandonner... C'est un front populaire à l'envers. C'est ça. On peut abandonner toutes sortes de choses. Alors, l'idée que la convention collective d'entreprise soit une bonne chose, elle est partagée. L'idée que c'est une source meilleure que les autres, qui pourrait remplacer les autres, est une idée extrêmement grave, contre laquelle je m'inscris pleinement. La loi aussi a un rôle. Bien sûr, la convention collective d'entreprise a une légitimité, mais la loi, c'est pas de la blague, la loi. Attention, ce sont des gens qui sont... c'est un parlement élu, avec notre démocratie passe par là, qui place des règles communes pour l'ensemble de la République. Alors bien sûr, le législateur a ses faiblesses aussi. On pourra critiquer la composition des chambres, on pourra critiquer des tas de choses. Mais c'est aussi la base de notre démocratie, et c'est pas mal non plus. Et ça sert à quelque chose. La négociation d'entreprise, c'est un autre mode de régulation qui a ses qualités aussi, mais qui a aussi des défauts. Par exemple, par convention collective d'entreprise, vous ne pourrez jamais avoir une règle de droit du travail qui n'ait pas l'assentiment de l'employeur. Parce que c'est un accord quand même, hein, la convention d'entreprise. Donc si le progrès social n'est plus possible qu'avec l'accord des employeurs, ça limite quand même grandement les possibilités de progrès social. Le cadre est plus étroit, quoi. Enfin, il y a certains progrès qui n'auraient... Si on s'en remet à la négociation d'entreprise, vous n'auriez actuellement en France ni les 35 heures, ni les 40 heures, ni beaucoup d'autres choses encore. C'est-à-dire ni le SMIC, ça a été imposé par la loi. C'est assez logique d'ailleurs, c'est le peuple qui vote, c'est un homme, une voix, pas un employeur contre tous les salariés. Donc un homme, une voix, ça fait sens aussi. On pourrait en rajouter beaucoup. Et l'autre chose qui est importante de voir, c'est d'un point de vue concurrentiel. Vous m'arrêtez quand je parle trop. C'est d'un point de vue concurrentiel. On vous arrête quand on ne comprendra plus, mais là ça va. La négociation d'entreprise, c'est entreprise par entreprise. Dans une entreprise, vous ne pouvez pas, par exemple, augmenter les salaires inconsidérément si les autres entreprises à côté ne le font pas en même temps. Pourquoi? Parce que ce sont vos concurrents les plus directs. Si donc vous êtes en concurrence avec l'entreprise d'à côté, si on cède dans une entreprise sans céder dans l'autre, eh bien ça pose un problème. Et si on veut augmenter les salaires, il convient de les augmenter par exemple sur toute la branche, afin que la concurrence soit non faussée. Et il y a un certain nombre de progrès qui ne sont pas possibles dans les entreprises, même avec un employeur de tout à fait de bonne volonté, même un employeur qui voudrait céder, il dit « je ne peux pas céder seul ». Et donc, il y a certaines avancées sociales qui ne sont envisageables qu'à un certain niveau, ne serait-ce que pour des raisons concurrentielles. Mais alors, c'est peut-être une question naïve, mais on entend bien que dans le discours de certains qui veulent réformer le droit du travail, comme on dit maintenant, c'est évidemment pour abaisser la protection sociale. Oui. Moi, j'ai aussi le sentiment, on ne peut pas ne pas faire le constat que le travail, l'emploi s'est profondément modifié en 30 ans. Il s'est précarisé, il n'y a plus de plein emploi, il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus d'emploi. Et ils n'en auront pas beaucoup. Enfin, on peut pas, si on pense plus qu'on est dans une grande société de croissance, modèle Trente Glorieuses. Or, on sait bien qu'une partie de la protection sociale et des avancées sociales, en France, a beaucoup été fondée sur le fait même d'avoir un emploi. Du coup, est-ce que ce ne serait pas absurde de dire que la protection sociale, justement, il ne faut pas autant la lier à l'emploi, mais il faut la lier à autre chose, vu que de toute façon, l'emploi s'est transformé? Alors, il y a Est-ce qu'il ne peut pas y avoir du coup une vision progressiste de cette réforme? Enfin, voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a deux choses dans votre propos. La première chose, c'est, en gros, il y aurait deux camps.
Il y aurait ceux qui veulent adapter le droit du travail à la réalité actuelle, changeante. Et puis il y a ceux qui seraient arc-boutés sur des vieux machins, alors que les choses ont bien changé. Ça aussi, malheureusement... Il y a deux camps, hein, ça on ne peut pas le nier. Il y a deux camps. Oui. Oui, mais c'est pas d'un côté... il y a plusieurs camps, ça, bon, les gens s'affrontent, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas d'un côté ceux qui seraient arc-boutés sur un truc qui ne voudraient pas changer, et de l'autre côté ceux qui veulent adapter. Le droit du travail doit être adapté. Bien sûr, il y a des tas de choses à changer. Le droit du travail tel qu'il existe n'est pas une espèce de modèle merveilleux qui nous envelopperait de joie en disant « Oh, c'est tellement chouette, oh, le beau code ». Non, il y a des réformes très importantes à prendre. Et je pourrais vous en donner des tas de réformes qui me semblent absolument nécessaires. Mais alors pourquoi on ne les entend pas, ces gens qui proposent plus de protection pour adapter à une situation qui a changé et qu'a décrit Joseph? Alors ce n'est pas que le discours n'existe pas, c'est-à-dire que les autres discours existent. Il y a bien des gens qui proposent, alors par exemple, de faire évoluer la notion de contrat de travail pour mieux prendre en compte les nouvelles formes de travail déconcentré, d'envisager des regroupements, par exemple. Une grosse question, c'est des groupes de sociétés qui sont complètement éclatés et le droit du travail qui s'applique dans une société alors que le pouvoir est ailleurs. Il conviendrait de faire des structures qui permettraient de faire sauter un tout petit peu tous ces écrans de personnes morales qui sont placés entre les salariés et les véritables donneurs d'ordre. Enfin, alors, tous ces discours d'évolution nécessaire du droit du travail existent. Ils sont assez peu présents sur la scène publique. Ils sont assez peu présents, c'est vrai. Pourquoi? Alors, c'est certainement pas parce qu'il y a un gros méchant complot, pas du tout. C'est une question de moyens, de moyens financiers. Il se trouve que... Ils n'ont pas de communicants, eux. Pardon? Ils n'ont pas de communicants, eux. Mais beaucoup moins. Vous croyez que les syndicats, ils ont combien de communicants? Ou alors les syndicats, pardon. Prenons un exemple. Les syndicats et les juristes. Combien est-ce que vous pensez que les grandes confédérations emploient de juristes? Beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr. Non mais très très peu. Le service de la Confédération Générale du Travail ou celui de la CFDT ou celui de FO, vous mettez tous les juristes qui sont embauchés par les grands services des grandes confédérations syndicales, vous avez, je ne sais pas, peut-être, je vais dire un chiffre, peut-être ils sont 20 en tout. Ah oui, moins que n'importe quelle grosse multinationale. Alors, moins qu'une grosse multinationale et moins que l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui est une des composantes importantes du MEDEF. Et du droit social. Et qui a une grosse influence. Et à eux tout seuls, ils ont une force de frappe en nombre de juristes, qui, je ne sais pas, c'est peut-être au moins fois 10, mais probablement fois 20 ou fois 30. Donc, vous avez... et pourquoi? Parce que les syndicats ne peuvent pas payer un nombre de postes extraordinaires de juristes. Ils n'ont pas des financements qui sont considérables, surtout en France, qui sont relativement pauvres. Donc vous avez cette force de frappe intellectuelle. Oui, mais alors, on va prendre par exemple l'exemple d'un prof, d'un juriste spécialisé dans le travail à l'université, payé par la puissance publique. Oui. Bah, ces gens-là, ils produisent des discours, et j'imagine qu'il y en a qui doivent produire des discours progressistes. Il y en a, bien entendu, il y en a. Il y en a moins. Pour des raisons, là encore, financières. Il est très clair que si vous défendez le patronat, vous multiplierez votre salaire par 3. En consulting. En consultation ou en étant avocat, parallèlement. Quand vous regardez les grands noms qui sont les grands noms des personnes qui signent des thèses patronales, la plupart multiplient leur salaire par 3, 4, voire mieux, en étant à côté avocat, consultant. Alors qu'évidemment, de l'autre côté, la rémunération supplémentaire il n'y en a pas. Ou certains récupèrent un tout petit peu, un petit quelque chose, quelques centaines d'euros, mais c'est vraiment de la rigolade. Et donc, vous avez un poids financier. Attention, vous avez aussi un poids gouvernemental. C'est-à-dire qu'actuellement, le gouvernement demande des rapports. Donc, c'est ça qui produit du buzz, c'est ça qui fait du bruit. Vous avez tel ou tel rapport qui a été demandé par le ministre, et alors à qui demande-t-il ? Et quand vous regardez à qui il demande, alors une fois c'est le DRH d'Orange, quelqu'un de très respectable par ailleurs, c'est M. Barthélémy, qui est un grand avocat du patronat, très respectable aussi. Et donc quand vous regardez
les personnes à qui les rapports sont demandés, Terra Nova donc, demande aux avocats du patronat de s'exprimer. Le rapport Combrexel, vous regardez à l'intérieur, vous avez des personnes qui sont directement, des universitaires d'ailleurs, hein, qui sont directement et là très largement payées par le MEDEF pour produire des rapports, pour produire des choses. Et donc, à qui demande-t-on? Qui s'exprime? Eh bien, on demande à des personnes qui sont sur des positions différentes, mais qui sont presque tous à ce niveau de revenus et à ce niveau de proximité avec le patronat français. Alors donc du coup, la dénonciation de la production de la pensée mise à part, elle est capitale. Hein, juste un mot, je ne sais pas si vous avez vu sur le climat, on a eu la même discussion. Vous regardiez les études scientifiques sur le réchauffement climatique. Les études scientifiques étaient à 97%. Elles disaient, attention, réchauffement climatique arrive, c'est terrible, 98%. Oui, alors prenons cet exemple, les 3% qui existaient, qui effectivement étaient beaucoup plus entendus que ce qu'ils représentaient en réalité, qui étaient souvent financés par des grands groupes. Aujourd'hui, ils sont complètement délégitimés. Là, alors que sur le droit du travail, on n'a pas du tout cette impression. Au contraire, c'est eux qu'on le vend en poupe, donc on n'est pas quand même dans la même situation. On est bien d'accord. Eux, ils ont fini par être déconsidérés. Mais ils étaient à 97% de scientifiques d'un côté contre 3%. Et à la fin, vous aviez du moitié-moitié. Certains avaient l'appui de la science, et puis vous avez les 3% qui étaient totalement vendus et qui disaient vraiment des trucs complètement faux. Bon. Donc ils ont fini, ces 3%-là, par être discrédités. Le débat actuellement en droit social n'est pas celui-là. On n'est pas à 97% contre 3%. Pas du tout. Si on était, je dirais comme ça, l'état des forces, on doit être à peu près 2 tiers patronal, 1 tiers syndical à la louche. Et il ne s'agit pas en plus de décrédibiliser, puisqu'il s'agit de positions qui sont des positions sociales, des positions politiques, et tout peut se défendre. On est dans la diversité des opinions est tout à fait légitime. Et donc certains ont le droit de penser qu'il faut supprimer l'essentiel du droit du travail, d'autres ont le droit de penser le contraire. Et on ne va pas décrédibiliser une pensée qui dit qu'il faut détruire le droit du travail, on va la contester. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la surreprésentation qui joue encore de ce fait de ces liens financiers va faire qu'on a cette impression un peu écrasante en droit du travail. Impression un peu écrasante qui ne veut pas dire que le débat n'est pas plus équilibré lorsqu'on arrive à un niveau plus technique. À un niveau plus technique, le débat est sensiblement plus équilibré. Oui, donc pour reprendre ma question, si on pense à ce qu'on pourrait imaginer en termes de droits nouveaux, et le rapport Mettling, dont vous citiez le DRH d'Orange, qui a rendu un rapport à Madame El Khomri, sur l'adéquation du Code du travail à la transformation du monde du travail sous la puissance et l'injonction des outils numériques, ce rapport-là esquisse des pistes, notamment sur le droit à la déconnexion, qui pourrait devenir un vrai droit du Code du travail, la mesure de la charge mentale et non plus la mesure du temps du travail, ce qui serait aussi, à mon avis, une révolution. Toutes ces pistes-là, comment vous les jugez? Et comment aussi lire la proximité de ces deux rapports, le rapport de Jean-Denis Combrexel sur la place de la négociation collective et l'acquisition de nouveaux droits? Alors, ce sont vraiment deux choses. Alors, il y a beaucoup de questions. Si vous voulez, je vais les faire un petit peu dans l'ordre. D'abord, vous parlez du rapport Mettling qui met le doigt sur un certain nombre de choses de bon sens qui me semblent pleinement convaincantes. Par exemple, le droit à la déconnexion, qui parle même de devoir de déconnexion. Il s'agit de quelque chose dont l'importance n'a pas été encore pleinement mesurée. Le fait que les gens aient des téléphones portables tout le temps sur eux, qu'ils fassent leur mail à la maison, que même quand ils partent en week-end, ils n'arrêtent plus, ça commence à poser des problèmes de stress, de santé mentale. Et ça bouleverse toutes les questions du droit de temps de travail, par exemple. Alors ça ne bouleverse pas la question du temps de travail, c'est une violation des règles sur le temps de travail. Normalement, les règles sur le temps de travail disent, attendez, ça c'est une période de repos. Période de repos, ça veut dire que c'est aussi une période d'insubordination. C'est une période pendant laquelle vous n'avez plus à obéir à votre employeur. Alors donc si le téléphone sonne, vous n'avez plus à répondre. Ah oui, mais vous répondez quand même. Et à ce moment-là, si vous répondez quand même, vous êtes à nouveau en temps de travail. Et est-ce que vous êtes payé? Non. Est-ce que votre durée minimale de repos est respectée? Non. Est-ce que c'est une violation du droit du travail? Oui. D'accord? Donc attention, ce n'est pas parce que vous avez une pratique qui se développe qu'elle est conforme au droit du travail. Ce que dit le rapport, c'est dire attention, il va falloir mettre en place un certain nombre de règles pour que ces violations banales du droit du travail cessent.
Et notamment, dans certaines entreprises, on a coupé les serveurs, on coupe les messageries, pour que les gens puissent véritablement se reposer, ce qui est absolument indispensable par ailleurs à leur santé et à leur productivité. Et donc, on a là bien une question nouvelle. Il convient de mettre de nouveaux garde-fous pour qu'il y ait un véritable temps de repos. Mais il y a des choses qui sont encore plus, encore plus évidentes qui sont dans ce rapport-là et avec lesquelles je suis pleinement d'accord. Une chose qui est tout à fait évidente, c'est qu'actuellement, la communication syndicale dans le Code du travail reste en principe limitée à des méthodes qui sont vraiment du 19e siècle de type distribution de tracts aux heures d'entrée et de sortie des entreprises. Alors là, passez-moi l'expression, mort de rire. Parce que déjà, il n'y a plus la grande sortie d'usine ou la grande rentrée dans l'usine. Et pour obtenir le droit de pouvoir envoyer un modeste email syndical aux salariés, d'avoir les listes d'emails, ou d'avoir un accès à l'intranet, c'est dans le code, extrêmement difficile et extrêmement limité. Alors qu'on pourrait dire qu'un droit syndical normalement constitué, c'est aussi un droit syndical avec des technologies de l'information et de la communication qui ne sont pas nouvelles du tout. Vous voyez, l'email, l'Internet, c'est ancien et c'est toujours quelque chose que dans les entreprises, on n'accorde pas aux syndicats. C'est dire à quel point, d'ailleurs, on fait peu de cas des syndicats. Dans le rapport dont nous parlons, il dit attention, quand même, il serait bon quand même d'accorder les droits syndicaux, y compris avec les moyens de l'information normaux. Oui, mais justement, vous parlez de cet exemple de la grande usine qui reste encore dans l'imaginaire collectif, la réalité du travail, alors que c'est plus du tout la réalité actuelle. Et je reviens un peu sur la question que je vous posais, c'est-à-dire que est-ce que le code tel qu'il est adapté aux travailleurs en marge, aux travailleurs précaires, aux travailleurs comme ça? Et c'est pour ça qu'on peut se reposer la question assez légitime. Il y a eu des exemples au Danemark et tout ça, de dire on ne peut plus penser la protection sociale uniquement comme on l'a pensé à partir en gros du modèle des 30 Glorieuses où les gens globalement avaient un emploi, avaient souvent le même emploi dans la même entreprise pendant toute la durée de vie et risquaient pas trop d'être délocalisés en raison de la mondialisation. Alors il y a plusieurs... Je vais répondre à votre question. Vous pouvez dire qu'il y en a plusieurs et répondre à différentes questions, ça ne me gêne pas. Non, votre question est porte principalement sur cette idée de sécurité sociale professionnelle, de flexicurité, de modèle danois, et on a derrière de statut professionnel qui est prôné par la CGT. Donc on retrouve ici d'ailleurs, avec encore des nuances qui n'en sont pas, selon les uns ou selon les autres, l'idée d'un droit protecteur qui doit transcender la simple relation de travail. Oui, je réponds oui, vous avez raison, oui, bien sûr. Il faut effectivement prendre en compte cette dimension, et notamment cette dimension d'un peu plus grande précarité. Attention, hein, elle n'est pas aussi plus grande que ça, mais ça je reviendrai dessus. Il y a des chiffres qui trompent. Hein, notamment, on regarde le nombre de contrats à durée déterminée. Alors là, oui, il est devenu très important. Et on dit, ah, c'est une mesure de la précarité. Très mauvaise mesure de la précarité, je le dis en passant. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont par contrat à durée déterminée sur des emplois stables. Et vous pouvez aussi avoir des personnes qui sont sur des contrats à durée indéterminée et qui en réalité ne restent pas bien longtemps. Et les choses sont un petit peu plus complexes. Il y a une autre mesure qui existe, c'est celle de l'ancienneté moyenne. Elle est quand même beaucoup plus marquante. Vous voyez, c'est en moyenne, les gens ont quelle ancienneté? Alors là, on voit s'ils restent longtemps ou s'ils ne restent pas longtemps. Et ce n'est pas seulement une question de forme contractuelle. Ouais, de contrat. Et l'ancienneté moyenne change très très peu. Elle a très très peu changé depuis 30 ans. Elle a légèrement monté, puis légèrement décliné, puis elle est à peu près stable. L'ancienneté moyenne ne change pas. Donc Oui, mais là je parlais de travail fragmenté, de gens qui sont obligés d'avoir plusieurs types de travail en même temps. En revanche... Là, ça a augmenté en volume, on ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que la relation contractuelle unique avec un employeur principal, elle a quand même baissé. Mais c'est ça que je voulais dire. En réalité, pas tant que ça. Ah bon. C'est-à-dire qu'elle n'était pas si stable avant. D'accord. Elle n'est pas si précaire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de travailleurs précaires. Que les choses soient bien claires entre nous. Il y a des travailleurs précaires. Ils sont nombreux et dans des situations de grande fragilité. Et il convient absolument de réfléchir à une sécurité sociale professionnelle pour protéger ces personnes, qui sont les personnes qui en ont le plus besoin de protection.
Parce qu'il ne faut pas oublier que plus vous êtes fragile, plus vous avez besoin de protection. On a tendance à dire, plus on est fragile, moins on doit vous donner de protection. C'est le contraire. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait que je remettais en cause cette idée de sécurité sociale professionnelle de ce point de vue-là. Au contraire, il faut la faire parce qu'on est dans une zone, etc. C'est très important d'inventer des protections qui dépassent la seule relation même si la précarité est un petit peu plus complexe que ce qu'elle est habituellement présentée. Ça n'empêche pas que cette protection est absolument nécessaire, absolument importante. Et le Code du travail français fonctionne avec cette idée? Alors, le Code du travail français fonctionne insuffisamment avec cette idée. Mais ce dont il s'agit d'ailleurs, c'est assez peu des règles de droit du travail. C'est un petit peu des règles de droit du travail, mais pas beaucoup. L'essentiel, ce serait plutôt des règles liées au chômage et à la formation. C'est-à-dire, que se passe-t-il lorsque vous avez perdu un emploi, que vous n'avez pas d'emploi et que vous essayez d'en avoir un autre? Vous êtes dans une période entre les deux. Le chemin d'indemnisation, de reformation et de réemploi. C'est ça. Entre les deux, par définition, vous n'avez pas de contrat de travail. Et donc, le droit du travail ne s'applique pas, c'est plutôt le droit du chômage. Et donc, ou le non-droit du chômage. Oui, enfin, il y a du droit du chômage qui n'est pas toujours flamboyant, encore que ce n'est pas le pire du monde. Hein. Le droit du chômage français est plutôt pas mal, comparativement à d'autres pays. Mais donc, on est dans une zone qui n'est pas, à proprement parler, traitée par le Code du travail. Enfin, il y a les règles du chômage dans le Code du travail, hein, mais enfin, les règles de base, l'essentiel étant par convention collective, pour le coup, et ça marche pas mal, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que cette question de la protection du travailleur privé d'emploi est beaucoup une question de charge sociale. C'est beaucoup une question de combien on va mettre comme salaire différé, comme salaire pour protéger les personnes qui sont dépourvues d'emploi. Alors attention, je suis favorable à ce qu'on crée des protections supplémentaires dans les interstices où les gens sont privés d'emploi, mais ceci a un coût. Vous ne pouvez pas avoir les deux discours suivants en même temps. 1, il faut plus de protection. 2, il faut moins de charges sociales. Je pense que l'idée d'avoir plus de protection est une idée qui est sans doute importante, surtout en période de crise, avec des situations dramatiques. Cela a un coût, il faut concevoir une augmentation des charges sociales. Et alors, si on tient les deux bouts de cette discussion, ça fait sens. Et sinon, ça ne fait pas trop sens. Peut-être, ouais, on peut un peu conclure sur, moi, ce qui me semble capital, à la fois si on va dans la tendance qui est un peu amorcée par le rapport de Jean-Denis Combrexel, de donner de la force à la négociation collective, c'est pas ce que vous préconisez a priori, mais en tout cas pas dans ce cadre-là, mais c'est peut-être bien ça qui sera choisi par le gouvernement, ou même si on reste dans le modèle actuel, c'est la question des acteurs. On a le patronat qu'on a aujourd'hui en France, symbolisé par le MEDEF, mais qui est à mon avis bien plus complexe que ce que ne peut en dire Monsieur Gattaz, et on a le syndicalisme français qui n'est pas flamboyant, qui n'est pas juridiquement très outillé, et qui en plus est vieillissant et qui représente souvent quand même un point de vue d'insider et non pas celui de la masse d'autres travailleurs. Alors comment on fait avec ce type d'acteurs-là aujourd'hui? Et est-ce qu'il ne conviendrait pas quand même de réinterroger les organisations représentatives? Alors, vous revenez sur le fait que la convention collective n'est pas la solution à tous les maux. Puisque la négociation collective, pour qu'elle produise une norme, ça suppose un accord. Et pour que ça suppose un accord, il faut un accord entre des syndicats de travailleurs salariés d'un côté et des patrons, des employeurs ou des organisations patronales. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Alors quand vous regardez les acteurs, vous vous dites, oh là là, les dernières positions prises par le MEDEF sont pour l'éradication des protections, cependant que les syndicats sont contre, ils vont avoir du mal à se mettre d'accord. Elles sont contre, elles sont aussi sur parfois des positions vieillottes. Bon. Alors, qu'est-ce qui est vieillot? Les congés payés, c'est vieillot? Le SMIC, c'est vieillot? Je vous le laisse dire ça. Non, je pense pas. Je parle pas de ça. Je parle justement de tout ce qui est à venir. Non, mais tout ce qui est à venir. On a tendance à considérer que les protections anciennes sont vieillottes. Attention, ne sacrifions pas à une espèce de modernité. En réalité, la destruction, au mouvement, à la réforme, au bouleversement. La destruction des protections ramène aussi à un truc vieillot.
hein, parce que dans l'histoire, il y a eu des périodes sans protection. C'est vieillot aussi. Et la nouveauté, comme disait l'autre, il n'y a rien de plus ancien. Hein, la nouveauté, on en veut de la nouveauté, on en veut toujours. Mais vous avez des problématiques qui sont anciennes et extrêmement modernes. L'idée de repos est une idée très moderne. Et la vie familiale, c'est une idée très moderne. Et c'est des idées très anciennes. Non, mais je pense par exemple à l'égalité homme-femme. Les syndicats n'ont pas toujours une position très progressiste sur ces questions-là. Ou ne sont pas à la pointe sur ces questions-là. Ils progressent quand même. Ils progressent, mais c'est pas encore... Les syndicats français n'ont pas été les principaux moteurs dans cette lutte-là. Et effectivement, il a fallu qu'on ait des règles qui viennent de l'Union européenne, en l'occurrence. Parce que l'Union européenne était en avance sur l'égalité homme-femme, et donc l'Union européenne, c'est pas que des choses horribles, hein, pas du tout. Il y a des choses très très bien qui sont venues de l'Union européenne, et notamment ces questions-là. Mais par exemple, c'est un truc que je voulais vous dire aussi. Vous parliez de cet emploi éclaté, qui serait une modernité. Vous savez, le travail à domicile n'a pas été inventé au début du XXe siècle. Je n'ai pas dit que c'était une modernité, j'ai dit qu'il avait forcément évolué, et notamment l'argument qui nous est resservi de la mondialisation, et que du coup, le travail français n'est plus adapté à la mondialisation. Alors la mondialisation, ça c'est la concurrence internationale. Si vous voulez, on en parle, c'est très important la concurrence internationale. On n'aura pas le temps. Mais de manière très courte. Si vous êtes capable de traiter des effets de la mondialisation sur l'emploi français, de trouver une solution en 2 minutes. Je vous écoute. Attendez, je ne vous trouverai pas de solution, mais je peux vous en parler en 2 minutes. En revanche, ce que je voulais juste dire, c'est que la question du travail à domicile, qui est une question qui se développe évidemment avec les nouvelles technologies, etc., est bien sûr nouvelle dans son développement, mais elle est très ancienne dans sa logique. Il y a eu des ouvriers à domicile. Et donc, on a eu des problèmes. Et donc, on a fait des statuts. On a eu des réflexions. Vous parlez de la charge de travail. Eh bien, on a réfléchi à comment est-ce qu'on calculait la charge de travail. Alors, évidemment, c'était des personnes qui fabriquaient des chemises sur des petites machines à coudre. Mais c'était quand même des questions de combien de chemises, combien d'heures par chemise, quelle est la charge de travail. Et donc, il y a de la jurisprudence, il y a des solutions, et qui ne sont pas appliquées actuellement à d'autres sortes de travailleurs à domicile, parce qu'on oublie de réutiliser ces solutions qui sont parfois anciennes, mais qui sont aussi des solutions qui ont vieilli au sens positif, c'est-à-dire qui ont pris de la sagesse et qui ont pris de la bouteille au sens positif et qui pourraient très bien être utilisées dans ces cas-là. Je sais pas. Concurrence internationale. Allez, vous n'avez plus qu'une minute maintenant. D'accord, j'ai plus qu'une minute sur la concurrence internationale. La concurrence internationale n'est pas ce qu'on pourrait croire. Plus vous payez mal et plus vous êtes riche. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. La compétition internationale, c'est aussi une histoire de spécialisation. Lorsque vous avez un salaire minimum relativement élevé, vous allez vous spécialiser dans des tâches qui sont un peu plus valorisées, un peu plus intellectuelles, un peu plus de qualité. Et lorsque vous avez un salaire très bas, vous allez vous spécialiser dans des tâches d'exécution extrêmement basses. Or, les tâches d'exécution extrêmement basses ne rapportent plus rien. Il y a une concurrence terrible sur ces trucs-là. Et les marges qu'on peut faire sur des tâches d'exécution basses sont très très faibles. Alors que les tâches élevées sont celles qui rapportent beaucoup. Et donc vous avez tout l'Occident qui est globalement beaucoup mieux protégé, qui se spécialise sur des tâches à forte plus-value, cependant que vous avez les pays pauvres qui ont des salaires très bas, qui se spécialisent sur des tâches extrêmement basses, et regardez qui s'enrichit. Ce ne sont pas les pays pauvres. Et pourtant, ils ont des salaires très très bas. Et vous allez dire, mais ils devraient s'enrichir si on écoutait ce que... Mais non, ils ne s'enrichissent pas. Il y en a certains qui s'enrichissent, mais très peu. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas parce que vous avez des salaires bas que vous vous enrichissez. Donc vous avez des conditions de travail qui sont terribles, des conditions d'exécution du travail qui sont terribles, et aussi des tâches qui sont réservées à ces personnes-là, qui sont extrêmement peu lucratives. Donc c'est pas non plus tout à fait par hasard que les pays protégés sont des pays qui sont aussi des pays qui sont relativement florissants. L'Allemagne, on en a beaucoup parlé, certes, il y a eu des efforts qui ont été faits sur les salaires, certes, c'est un des pays qui reste un des pays avec les syndicats les plus forts, il y a un des pays dans lesquels les protections sont les plus élevées, et encore, je ne vous parle pas de la Suisse. La Suisse, regardez le niveau de salaire moyen en Suisse, et est-ce que c'est pour autant la faillite et la banqueroute? Je vous assure que la non. banque un peu, mais la banqueroute, pas sûr. Bon, à quand le rapport de caisse? On ne vous l'a pas commandé encore? Alors, je n'ai absolument aucune demande de la part, mais ça n'empêche pas de travailler, et on a effectivement plusieurs projets en cours qui sont en train de se monter pour essayer d'apporter de modestes contre-feux à tout ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup Emmanuel Dauquesse et Mathilde, on se retrouve bientôt pour un nouvel espace de travail. Merci beaucoup.